Dans sa première phase, le capitalisme n'est pas encore une société de consommation, ce qui fait que l'on doit payer l'ouvrier de l'époque de Marx de la manière minimale, parce qu'on ne voit pas en lui un consommateur. Tout changera au XXe siècle. Vous connaissez la formule de Ford « Je paye bien mes ouvriers pour qu'ils puissent acheter la voiture qu'ils ont produite ». Formule d'ailleurs qui est ambiguë, parce que si on les payait exactement pour le travail qu'ils ont produit, le patron ne ferait aucun bénéfice. Et le seul moyen de résoudre cette contradiction, c'est le crédit, ce qui fait que l'endettement va devenir le moteur du capitalisme. Mais ce que la gauche ne comprend pas, c'est qu'à partir du moment où on rentre, en gros, à partir des années 20, dans une société de la consommation et de la croissance perpétuelle, le capitalisme n'est plus simplement un système économique, il devient un fait social total et il ne pourrait pas fonctionner si les gens n'intériorisent pas une culture de la consommation et si en face, il n'y a pas un mode de croissance correspondant. D'où effectivement l'ambiguïté de la croissance. Tout le monde parle de la croissance comme si c'était un phénomène naturel, alors qu'elle est l'autre nom de l'accumulation du capital, ce qui veut dire qu'on ne produit pas des biens et des services parce qu'ils répondent à des besoins humains, mais parce qu'ils permettent de dégager du profit et de donner lieu à des transactions monétaires. C'est le combat, me semble-t-il. Politiquement, c'est le combat antilibéral. Le libéralisme, c'est le marché qui fait la loi. Entendons-nous sur une définition extrêmement simple. Le capitalisme, c'est un mode de production privé des biens. Et quelque chose à quoi on ne peut pas échapper, me semble-t-il. Le capitalisme, il existe depuis qu'il y a des coquillages précieux dans les grottes préhistoriques et qu'effectivement, un beau coquillage est supérieur à un coquillage qui n'est pas joli. Donc c'est la valeur, c'est la rareté, c'est la richesse. Donc il y a une modalité préhistorique du capitalisme. Il y a une modalité bolchevique du capitalisme avec la révolution russe. Il y a aujourd'hui une modalité écologiste. On sait bien qu'il y a un capitalisme vert et que donc je ne pense pas qu'on puisse échapper au capitalisme. Je pense simplement que c'est l'épithète qui est à mettre en perspective. Le capitalisme ceci ou le capitalisme cela. Et que le capitalisme libéral, voilà l'ennemi. Pour l'aspect libéral, c'est-à-dire pour l'aspect le marché fait la loi. Donc le marché fait la loi dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les casernes, dans les maisons d'édition, dans la culture, etc. Et alors là, effectivement, on se dit ça ne va pas. Donc je pense que la résistance aujourd'hui, elle doit se faire au libéralisme et au marché qui fait la loi partout. Alors là, ça devient intéressant parce que si, 1, le capitalisme est amoral, 2, il est incapable de se réguler lui-même d'une façon socialement et moralement acceptable, 3, la morale est tout aussi incapable de réguler le capitalisme, et bien 4, il ne reste que le droit et la politique pour imposer au capitalisme un certain nombre de limites externes, de régulation, comme on dit aujourd'hui, ce que j'appelais imposer au marché un certain nombre de limites non marchandes et non marchandables. Et c'est ce que beaucoup d'économistes, au moment de la crise et du G20, ont appelé le retour des États. Et c'est pourquoi ils trouvaient mon livre prémonitoire, c'est que dans ce livre, j'expliquais que le marché, ça fonctionne très bien pour créer de la richesse, mais que ça n'a jamais suffi à faire une société. Et que donc, on a besoin aussi des États. Il n'y a donc pas à choisir entre le marché et l'État, tout ce que nos pays, à droite comme à gauche, comportent d'intelligence. On finit par comprendre qu'il n'y avait pas à choisir entre l'État et le marché, puisque nous avons besoin d'évidence des deux. Nous avons besoin du marché pour tout ce qui est à vendre, et c'est très important, et nous avons besoin des États pour tout ce qui n'est pas à vendre, et c'est évidemment essentiel. Alors si on se place du point de vue de l'humanité, c'est-à-dire de la planète, il faut tenir compte que nous sommes dans une crise qui n'est pas seulement économique, qui est une crise, dirais-je, de l'humanité, qui n'arrive pas à accéder à l'humanité, parce que la situation est paradoxale. Pour la première fois, dans tous les continents, nous sommes tous solidaires, parce que nous avons les mêmes problèmes mortels communs, qui ce soit aussi bien une économie sans régulation, une multiplication d'armes de mort, qui sont les armes nucléaires, la dégradation accélérée de notre biosphère, qui est vitale, la croissance des fanatismes de toute force, c'est-à-dire le retour d'une barbarie que l'on croyait pouvoir dépasser par notre civilisation, mais qui en fait revient, c'est-à-dire fanatisme, mépris, haine, et en plus une barbarie spécifique à notre civilisation qui est fondée sur le calcul glacé et sur l'intérêt. Tous ces facteurs-là, disons, nous donnent
un problème commun de vie ou de mort ou de salut. Alors, je pense que ça, c'est un des facteurs les plus importants qui permet d'entrevoir un autre monde. La relation marchande a tendance à se substituer à toute autre relation et à absorber tout autre type de relation et à détester. La relation marchande ne supporte pas qu'il y ait des relations qui ne soient pas marchandes, des relations d'affection, d'amour, d'amitié, de hiérarchie, d'adoubement, de vassalité, d'honneur. Toutes ces relations sont des relations qui sont insupportables pour la relation marchande, qui est une fausse relation d'égalité qui passe par l'argent. Là, il y a une belle phrase de Simmel qui dit c'est que l'argent, c'est ce qui permet de ne pas regarder les autres dans les yeux. Or, justement, l'humanité est faite pour regarder les autres dans les yeux. Et profondément, nous sommes humains, nous, des animaux qui regardons les autres dans les yeux et qui avons quelque chose à leur dire en les regardant dans les yeux. Et ça, le marché ne supporte pas, parce qu'il faut qu'il y ait dans la relation, qui est une relation, on va dire, d'affection, eh bien, il faudrait la couper par le mur de l'argent, par l'intermédiaire de l'argent. On parle de crise. Depuis 1973, on parle de crise. 40 ans de crise, c'est pas une crise, c'est un changement de société. La définition de la crise, c'est qu'on est en difficulté, on s'affronte, on s'explique, on passe un contrat physique, moral, social, et on redémarre. Voilà, ça c'est la définition de la crise. C'est pas du tout ce qui se passe. Depuis 40 ans, le chômage augmente dans toutes les cultures occidentales. Depuis 40 ans, la solitude augmente les souffrances psychiques. Depuis 40 ans, la technologie qui gère nos relations nous isole de plus en plus en améliorant nos performances intellectuelles et de communicationnelles. Donc on est dans une autre culture. C'est pas une crise, c'est un changement de culture. Donc il va falloir que les philosophes, les politiciens, que tous les romanciers s'affrontent. Comment va-t-on apprendre à vivre ensemble? La moindre découverte technologique modifie la manière dont on se pense et la manière dont on pense notre manière de vivre ensemble. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que nous faisons de ce bouleversement un rebond et une nouvelle histoire, un nouvel épisode de l'histoire de l'humanité, pour lutter contre ce que j'appelle la mécroissance, qui est une façon qui est devenue toxique pour la planète de vivre, dont tout le monde sait que ça n'est pas soutenable, parce que la mécroissance, c'est le résultat d'un consumérisme qui a transformé le désir en addiction, qui fait que les gens ne sont pas heureux de consommer, mais ils consomment quand même parce qu'ils n'ont plus rien dans la vie à faire d'autre que ça, de toute façon. Ils ne savent plus pratiquer la commensalité et recevoir des amis chez eux, ils ne savent plus élever leurs enfants, ils ne savent plus voyager tout seuls, ils ne savent à peu près plus rien faire du tout, ils ne savent même plus conduire en voiture sans un GPS ou vivre sans un téléphone portable. Et donc ils sont devenus addicts, et le marketing exploite cette addiction à un point qui aujourd'hui fait que c'est quasiment le premier sujet en psychopathologie aujourd'hui dans les hôpitaux.